sur US Racing pour une émission un petit peu particulière en vidéo cette fois-ci, toujours accompagné de Lilian. Salut Lilian. Salut Geoffroy, bonjour à tous. Arnaud est là comme d'habitude. Salut Arnaud. Salut Geoffroy, salut tout le monde. Et cette semaine, nous recevons Pat et Phil pour une interview un petit peu bilan de cette saison 2020 et puis se projeter aussi sur 2021. Il y a pas mal de choses à dire. Bonjour Philippe, bonjour Pat. Caballeros. Buongiorno. Déjà, Geoffroy, il est en décalage horaire parce qu'il dit bilan 2020 et on parlera de l'année qui arrive, 2021. Donc on enregistre depuis l'année dernière, en fait, c'est ça? C'est ça. Mais merci d'avoir relevé, Pat. C'était bien évidemment 2021 et 2022. Il y a des petits soucis. On n'est pas sur le même fuseau horaire en Alsace, mais c'est pas grave. On le vit bien. Faut toujours qu'il fasse différemment. C'est ça. Alors, messieurs, maintenant, ça fait quoi? Ça fait un peu plus d'un mois que la saison est terminée. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette saison 2021, la dernière, avec cette génération de voitures? Qui c'est qui démarre? Je peux y aller si vous voulez. Pat, il va démarrer parce qu'il aime bien démarrer. Il aime bien. Ouais. Je start my engine. Écoutez, moi j'ai trouvé ça palpitant. J'ai trouvé ça. Il s'est passé plein de choses. Moi j'ai aimé les nouveaux circuits. J'ai aimé que la NASCAR innove. De toute façon, il faut qu'elle aille de l'avant. Après la saison Covid, c'était bien d'avoir des nouveaux circuits. La plupart ont été une réussite. Il y en a où ça s'est moins bien passé, mais il y a aussi eu le problème de la météo au circuit des Amériques. Mais je trouve que c'est un bon circuit. D'ailleurs, tout est renouvelé, donc ça veut dire qu'ils sont contents et qu'ils veulent renouveler l'expérience. Moi, j'ai trouvé que cette saison super, même s'il y en a qui vont faire, de toute façon, il n'y a jamais que des contents, qui vont dire qu'il y a eu une trop grosse domination de Kyle Larson, mais c'était pareil dans les années Gordon, c'était pareil dans les années Earnhardt, dans les années Johnson. Moi, j'ai bien aimé cette saison avec tous ces nouveaux circuits, c'est vraiment le truc qui m'a le plus plu. Oui, moi aussi, je trouve que c'est plutôt pas mal. La NASCAR amorce sa transition. On sort quand même de quelques années compliquées avec l'hémorragie des vétérans qui ont pris leur retraite. Quand bien même on les a revus aux commentaires ou désormais on verra Gordon aux manettes certainement de plus en plus présent de la Hendrick Motorsport. Mais ouais, il y a un renouvellement de génération et puis il va falloir aussi amorcer la suite. La suite, c'est quoi? C'est comment plaire aux nouvelles générations, comment avoir plus de spectacles, comment faire que les courses soient plus facilement regardables pour des générations qui sont habituées à ce que ce soit court et efficace. Après, sur le plan sportif, oui, Larson a un petit peu phagocyté cette édition, mais d'un autre côté, c'était mérité. Et puis, au-delà de ça, il faut être très fort pour revenir comme il est revenu. Parce qu'il était attendu, tout le monde le guettait. Moi, le premier, je trouvais qu'il manquait justement peut-être de concentration. Je l'ai souvent dit ça. Et je pense qu'avec le recul, j'avais raison. Et peut-être que cet arrêt lui a servi, comme on dit souvent, on a besoin de rebondir pour pouvoir être efficace. On a besoin peut-être de situations parfois où on peut se relever. Ce sont peut-être des situations utiles. Donc voilà, moi j'ai bien aimé, comme l'a dit Pat, les nouveaux circuits. Il y en aura d'autres en plus l'année prochaine. Donc c'est bien, c'est une volonté, hein. Attention. Hein. C'est une volonté parce que souvent on a dit la NASCAR, elle fait du neuf avec du vieux. Là, on voit qu'elle commence à changer, donc c'est plutôt encourageant. Ouais, c'est clair que je trouve, pour moi, c'est une saison où il s'est passé plein de choses, que ce soit sur la piste, les histoires de pilotes, les formats des courses, les circuits différents. Il y a eu énormément de changements cette saison. Et pour moi, de mémoire, ça fait longtemps qu'on n'a pas pu autant parler de ce qui s'est passé dans une saison. Oui, il y a Larson qui a dominé, et encore pas toute la saison. Quand il a enclenché la seconde, ça s'est vu, mais quelque part, il y a quand même eu des belles bagarres, il y a eu des incertitudes. Mais ce que j'ai trouvé, moi, dans cette saison, c'est ça, c'est plein de nouveautés. Et forcément, on dit, c'était mieux avant. Là, on sent que la NASCAR est en train de faire un switch. Et comme tu dis, ça va continuer en 2022, nouvelle voiture, nouveau circuit, etc. Elle est vraiment en train de faire un switch. Et pour l'instant, je trouve qu'elle réussit plutôt pas mal son pari, quoi. Et le switch, il n'est pas que dans la NASCAR et la volonté, bien sûr, on va certainement développer, mais
de vouloir faire de meilleures audiences, de renouveler les contrats là, qui sont sur le point d'être renouvelés et pour NBC et pour Fox. C'est pas sûr qu'on les renouvelle à pareil tarif. Mais regardez, dans les écuries, il s'est passé plein de choses, notamment au niveau des propriétaires. Les écuries qui disparaissent, certaines qui naissent, qui grossissent. Rick Hendrick qui va laisser la main, visiblement. Donc ça aussi, c'est une transition. Ganassi qui s'en va, c'est pas rien. Jack Roche qui partage son écurie avec Keselowski. On l'a pas dit, mais on n'a pas beaucoup vu Tony Stewart qui s'intéresse un peu à sa femme et beaucoup à la NHRA et un peu moins à son écurie de NASCAR et à son petit speedway dirt track et autres. Donc il y a du mouvement dans les écuries hein, au niveau des têtes. Et chez Penske, pour l'instant, le capitaine il est solide, mais on ne sait pas comment ça va se passer chez eux non plus. Hein. Et des nouvelles têtes. Et puis il est fort près avec l'IndyCar, ouais, c'est ça. Et comme tu dis, Philippe, pour moi, il y a des nouvelles têtes aussi. Enfin, toi, il y a des nouveaux investisseurs. Enfin, toi, on a beaucoup parlé de Jordan, bien sûr, qui est arrivé, mais comment il s'appelle Il y a le chanteur Pitbull. Voilà, c'est ça, Pitbull. Enfin, on a tout ce changement, et comme tu disais, probablement pour jouer aussi sur la nouvelle génération, parce que c'est plus les vieux rednecks qui vont faire l'audience. Hein. Donc, la NASCAR a compris quelque part qu'elle avait besoin d'attirer ça. Et finalement, on a des nouveaux investisseurs. Et puis, les vieilles gloires, ou en tout cas les vieilles structures, là, comme tu dis, elles ont tendance un petit peu soit à s'arrêter, soit à se transformer. Et je pense que c'est pas que mauvais. Je pense qu'il y a beaucoup de positifs à voir là-dedans, quoi. Le changement qui va être important aussi, Philippe en a parlé, c'est alors l'année prochaine, c'est vraiment un coup de dé, quoi, parce que là, les nouvelles voitures, c'est vraiment le point d'interrogation. Comment ça va se passer? Est-ce que ça va être, parce que ça peut mal se passer aussi, hein, ça peut être au niveau de la compétitivité. On a vu qu'ils viennent de décider que les moteurs seraient un peu gonflés à 670 chevaux. À un moment donné, c'était 550. Donc, ils sont en train de tâtonner pour trouver la bonne formule pour qu'il y ait des courses. Parce que tout est dans le produit, quoi. Alors, c'est bien d'avoir des trucs autour. Mais s'il y a des bonnes courses, le problème est réglé à 90%. Donc, ça, c'est très, très important. Et l'autre chose, tu l'as dit, Arnaud, c'est que le profil du pilote a vraiment changé. Et maintenant, ça va être des pilotes style Bubba Wallace, c'est-à-dire des pilotes qui sont présents sur les réseaux sociaux, qui font des trucs plus fun. Il va y avoir l'émergence de gens qui sont plus proches de leurs fans par Instagram, par des trucs comme ça. Voilà, alors peut-être qu'on va devoir aussi réduire un peu les courses dans les 3-4 ans. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais voilà, il va falloir penser à un renouvellement dans tous les sens du terme. Oui, et puis la NASCAR cette année, elle était un peu contrainte, mais elle a profité en fait du vent qui a soufflé et qui a tourné. On a profité pour enfin bannir les drapeaux sudistes. Elle a arrêté de faire la politique d'autruche sur, en effet, les minorités, même si elle a un programme pour se donner bonne conscience. Un programme qui existe depuis plusieurs années, qui mélange les Afro-Américains, les femmes, les Latinos. Enfin, voilà, moi, j'ai toujours trouvé ça très limite. Mais en tout cas, voilà, elle se donnait bonne conscience comme ça. En tout cas, aux États-Unis, c'est un petit peu le cas. Voilà, il y a eu quand même le mouvement Black Lives Matter. Il y a eu aussi les voitures qui faisaient un peu de la promo pour certains candidats. Puis après, on a dit non, on ne peut plus vraiment, c'est un peu compliqué. Là, ça y est, ils mettent vraiment les pieds dans le plat. Donc, ils en ont profité pour un peu balayer devant leur porte. C'est rare pour être signalé parce qu'on le sait, hein, historiquement, la NASCAR, elle est vraiment axée à droite, quoi. Elle est vraiment au sud et à droite. Au sud et à droite. Donc là, c'est vrai qu'il y a comme une ouverture à ce qu'ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas se passer de la moitié de l'Amérique, quoi. S'ils veulent continuer, s'ils veulent survivre. Ah non, c'est clair. Ça rejoint ce que vous avez dit sur tout ce changement, clairement. Et ouais, vivement qu'on voit la nouvelle voiture. Alors, on l'a vu pas mal rouler en essai. Et bon, on a vu beaucoup de tests, beaucoup de drafts, machin. Mais c'est clair que vivement la première course. Parce que, alors peut-être pas la première ou la deuxième, on va dire, mais pour vraiment voir ce que ça donne dans la vraie vie. Parce que oui, c'est. Je ne sais pas si on peut dire que c'est forcément un pari, mais bon, on a déjà eu des changements hein, quand la Gen 6 est arrivée, etc. Donc, il y a régulièrement des changements de voiture. Là, c'est sûr que le shift, il est fort. Et je pense que la NASCAR ne peut pas trop se louper. Hein. Et puis, c'est intelligent parce que pour les mêmes raisons déjà évoquées de budget,
ils sont conscients qu'ils ne vont pas pouvoir non plus tenir sur 4 écuries, quoi. Donc l'idée aussi, c'est de mutualiser au maximum la fabrication, les pièces détachées. Donc ça, ils sont vraiment dans cette optique-là. Et puis, ils sont déjà en train de préparer la voiture électrique, puisque techniquement, cette nouvelle génération de voitures, elle est déjà, on va dire, prééquipée pour accueillir des innovations technologiques qui sont de l'ordre de l'électrique in fine. Donc, c'est hyper important, c'est un message très, très fort. Alors que pendant des années, on a été bloqué. Le fait d'avoir qu'un seul écrou central aujourd'hui, vous auriez dit ça il y a 10 ans, mais vous vous seriez fait tirer dessus à boulet rouge. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui évoluent, comme quoi, avec le temps, la NASCAR s'est évoluée. Mais il y en a pas mal qui doivent se retourner dans leur tombe, et il y en a pas mal qui doivent aussi ranger leurs freins, je pense. Sans aucun mauvais jeu de mots. Et votre avis sur le changement de place des numéros sur les voitures qui est plus vers l'avant? Esthétiquement, qu'est-ce que vous en pensez? En fait, on a eu pas mal de questions. On a un Discord, Pat et Phil, juste pour vous expliquer, où on a pas mal de gens qui ont posé des questions pour vous, enfin, qui nous ont envoyé des questions pour vous, et en particulier celle-là, en fait. Voilà. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Pour moi, c'est un problème mineur, c'est un problème d'esthétique. Donc, il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont moins aimer. On sait que de toute façon, par définition, dans quelques domaines que ce soit, les gens n'aiment pas le changement. Quand ça change, ça ne va pas. Et ensuite, on voit comment ça se passe. Mais d'entrée, la réaction des gens dans tous les domaines n'aiment pas le changement parce qu'ils ne connaissent pas, ils ne savent pas, c'était mieux avant. Voilà. Donc, pour l'écrou central, ils n'aiment pas. Il y a plein de changements comme ça. Moi, les numéros, pour moi, c'est de l'esthétique. Moi, je trouve ça assez réussi. Et puis, voilà, ça n'a pas beaucoup d'importance pour moi. Oui, moi c'est pareil. Je pense que, alors, pourquoi le numéro a été bougé? Je crois que c'est pour un problème de visibilité de sponsor. Oui, c'est ça. Oui. Donc, il faut aussi comprendre qu'à un moment donné, il roule au carburant, hein, c'est sûr, mais il roule aussi au flouze. Hein, donc, s'il n'y a pas de flouze, il n'y a pas de NASCAR. Donc, moi, de toute façon, je m'en fiche, puisque de toute façon, pour moi, la une, c'est toujours McMurray. Donc, moi, ça ne change rien. C'est ça. Et Kyle Busch, toujours dans la 18, M&M's. Pour une saison. M&M, c'est bientôt fini, M&M. Je ne sais pas si vous avez vu l'info, Pat et Phil, je ne sais pas si vous avez l'info, mais Mars se retire. Donc, Ah, je suis triste. Vous savez, je suis un passionné de chocolat, Pat pourra vous le confirmer. Je suis triste. Voilà, d'ailleurs, je remercie encore, et je pense que Pat aussi va se joindre à moi, tous nos fans qui ont eu la gentillesse de nous faire, enfin en tout cas de me faire grossir encore cette année, parce que Pat, il ne bouge pas. Lui, il peut manger 40 kilos de chocolat, il ne prendra pas un gramme. Moi, rien que de les regarder, j'en prends 10. Donc, merci surtout à nos amis suisses qui ont envoyé du chocolat suisse. Bravo. Spéciale dédicace pour nos amis du fan club suisse, parce que franchement, ils étaient super bons, les chocolats. Et je ne les ai pas trop partagés. Ah, c'est sûr, quand on est un peu nostalgique, là, enfin, moi, depuis avoir M&M's en NASCAR, ça va. Mais bon, ça, c'est une évolution, il y aura d'autres sponsors à la place, mais c'est vrai que ça faisait partie du paysage aussi, c'est sûr. Attention, parce que ça pourrait, alors pour l'instant, moi je me perds en conjecture, parce que là je pars un peu dans les limbes, mais ça pourrait inclure et provoquer un changement de carrière chez Kyle Busch, hein. Pas une retraite, mais peut-être il a déjà été propriétaire, il est propriétaire, il pourrait peut-être se lancer comme Denny Hamlin dans une aventure comme ça. Un changement comme ça, c'est très important, hein. Un sponsor principal, alors il pourrait créer une écurie en alliance avec Joe Gibbs et tout ça. Moi, je sens bien le sens de l'histoire comme ça, d'avenir. Après, au-delà des changements de sponsors, que ce soit les sponsors titres ou les sponsors principaux pour certaines écuries ou même certains pilotes, c'est quand même le Candyman. Enfin, on l'appelle le vendeur de bonbons. Enfin, quand il gagne, on sait que les gamins adorent. Ce n'est pas rien. Ce sponsor-là, il ramène aussi, familialement parlant, les gosses. Donc, on va voir si on va trouver un remplaçant, parce que les gamins, souvent, ils aimaient bien Kyle Busch parce que c'était la voiture M&M, la voiture avec les bonbons. Ça, c'est une première chose. Après, sur le changement des sponsors, on en a vu plein, nous, hein, ne serait-ce que les changements de sponsors titres en fonction des différentes réglementations, les alcools forts, les cigarettiers, enfin tout ça. Donc, il faut s'y faire. Mais c'est vrai que ça va faire drôle de ne plus voir Kyle Busch en jaune. En M&M, oui, équivalent, oui. Et du coup, là, vu qu'on parle un petit peu de la silly season, il y a deux questions qui viennent.
Votre avis sur le transfert de Keselowski, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Et le plus gros move pour chacun d'entre vous sur la season, qui a fait le meilleur transfert? Keselowski, pour moi, c'était dans l'air du temps parce que c'est toujours quelqu'un qui a été très impliqué dans les décisions de la NASCAR. Il a toujours donné son avis, cash, et c'est quelqu'un qui a la carrure pour avoir une écurie. Donc voilà, ça s'est fait avec Jack Roush et pas avec Penske. Mais pour moi, c'était le sens, le sens de l'histoire. Il faut voir maintenant ce que ça va donner au niveau des résultats. Il va falloir peut-être être patient cette année. On ne sait pas ce que ça va donner. Encore une fois, il y a la nouvelle voiture, mais je trouve que c'est une bonne décision. Il prend ses responsabilités, il reste pilote. Moi, je suis curieux de voir comment ça va se passer. Pour moi, c'est un des 5-6 meilleurs pilotes de la NASCAR en ce moment. Oui, moi je suis d'accord avec Pat. Keselowski, on le savait, hein, il a une fibre entrepreneuriale depuis très longtemps. Ça ne pouvait pas le faire chez Penske parce que Roger Penske, il est indéboulonnable. Hein. Puis Jack Roush, un peu pépère maintenant, hein, quand même, Jack Roush. Hein, donc, il va peut-être falloir aussi penser à la relève. Donc, non, je trouve que c'est bien. Keselowski, il a les reins pour faire ça. Et moi, pour moi, le meilleur move, alors ça va peut-être vous étonner, mais c'est Jeff Gordon. Le meilleur move. En effet. Pour moi, je trouve que c'est super bien vu. Rick Hendrick, Roger Penske, Jack Roush, tous ces messieurs, on sent qu'ils sont plus proches de la retraite que vraiment de la reprise. Et je pense que c'est un vrai signe d'intelligence de la part de Rick Hendrick. Vraiment. Et du coup, vu qu'il y a pas mal de changements un petit peu aussi chez les propriétaires, on a parlé de Ganassi qui s'en va, là Jeff Gordon à la Hendrick qui devient le bras droit de Rick Hendrick, avec le futur probable départ de Rick Hendrick, est-ce que l'écurie va survivre et rester la Hendrick Motorsports ou ça va changer de nom et devenir la Jeff Gordon Motorsports, selon vous? Alors, une petite parenthèse, puisque Philippe a donné son meilleur move, moi je donne le mien, c'est Austin Cindric dans la 2. Pour moi, c'est l'homme à suivre. Je trouve ce pilote très très doué et la 2 de Ford Penske est une très bonne voiture, donc ça peut faire des étincelles. Parenthèse refermée. Je pense que Rick Hendrick ne va pas partir tout de suite, à moins d'une grosse surprise. Je pense que ça va continuer à être Hendrick et ça va être un passage de témoin dans le côté smooth en 2-3 ans. Je pense qu'on a encore quelques saisons à voir Rick Hendrick sur les circuits. Je ne le sens pas partir tout de suite. Oui, moi pareil, je pense que s'il y a un relais, il se fera en interne. Rick Hendrick ou ses prédécesseurs dans le consortium Hendrick, ça ne bougera pas. C'est une entreprise énorme aux États-Unis. Après que pour des raisons de communication, de marketing, ce soit la Hendrick Gordon Motorsports, why not? Un peu comme Keselowski. Mais non, Hendrick ne va pas se retirer comme ça. S'il a construit quelque chose d'énorme, il va pas abandonner. Par contre, il a envie que ça perdure et c'est là où c'est intelligent. Il sait à qui il doit s'adresser et qui pourra faire que justement ça perdure, aussi bien au niveau de la mentalité à adopter dans l'écurie, mais aussi au niveau sportif. Mais tu vois, typiquement, j'entends bien ça, mais est-ce que Gordon, c'est le bon candidat? Tu vois, pour Gordon, je peux comprendre la stratégie, etc. Mais aujourd'hui, Gordon, sauf erreur de ma part, il n'a pas démontré qu'il avait cette vista, d'être capable de mener une équipe, de s'entourer comme il faut. Il a toujours été à la Hendrick, et donc finalement, la Hendrick l'a construit avec lui, etc. Mais qui prennent vraiment ce rôle-là, le rôle de Rick Hendrick à moyen terme, ça se trouve, ça va très bien se passer. Hein. Mais pour moi, c'est pas garanti, quoi. C'est pas garanti que ça se passe bien. Tout à fait d'accord avec toi, Arnaud. C'est pas du tout le même métier. C'est ça. Il faut voir, il faut faire ses preuves. C'est pas parce qu'on a été le meilleur pilote ou l'un des meilleurs pilotes de l'histoire de l'écurie qu'on devient un bon patron. Hein. Ceux qui suivent le foot ont vu le meilleur joueur de l'histoire de Lyon, Juninho, se planter dans un club parce que c'est pas les mêmes fonctions, c'est pas les mêmes qualités et il faudra qu'il fasse ses preuves dans ce nouveau rôle. Et on a vu ça, on a même vu ça déjà en sport auto dans d'autres disciplines. Après, la question, est-ce qu'il y va quelque part pour donner son nom? Et là, c'est plus pour attirer des sponsors, ou s'il y va vraiment pour prendre des responsabilités. Et là, c'est un autre métier, quoi. Ouais, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein.
C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tout est question d'intelligence de Rick Hendrick. Moi, je pense qu'il a l'intelligence d'aller chercher les bonnes personnes, quitte à ce qu'en effet, peut-être que Gordon n'ait qu'un rôle, on va dire, de vitrine. Mais c'est pour ça que pour moi, tout ce qui est le back-office, ça ne bougera pas. Pas de prenez l'exemple de Juninho, entre parenthèses, on lui a un peu servi de la planche. Hein. On lui a vendu du rêve et je pense qu'il s'est fait avoir dès le départ. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, si en effet, pour ne pas que Jeff Gordon se retrouve dans l'embarras, ne pas lui servir de la planche. Et voilà. Mais après tout, qu'est-ce qu'il risque? Rien. Il risque rien. Non, c'est clair. Jeff Gordon avec. Voilà, au pire, on dira ce que dit Pat, ou vous. Bah oui, mais voilà, il n'était pas fait pour ça. Lui, c'est un pilote. Il n'a rien à perdre. C'est comme quand il s'est retrouvé aux commentaires pour la Fox. Hein. On ne l'avait jamais vu commenter plus que ce soit entre eux ou Xfinity. Et puis il est arrivé, voilà. C'est un nom, ça a attiré un autre public aussi, je pense. Donc, ouais, pourquoi pas. Ouais, puis, ouais, mais il était là en tant que consultant, tu vois. Donc, quelque part, il était légitime par rapport à. Tu vois, il y a le commentateur et il y a sa connaissance, le consultant. Ouais. Voilà, donc sa connaissance, tu ne peux pas la remettre en cause et on le remarque qu'il faisait. N'oubliez pas quand même qu'il a quand même. Alors, on ne sait pas, nous, en tout cas, à notre niveau, hein, je suis tout à fait honnête avec vous, mais il a quand même géré 50% d'une écurie avec un champion qui a eu 7 titres. Hein. Ouais. Donc, voilà, c'est pas non plus un. Et qu'il a déniché, voilà, c'est pas Jojo le rigolo quand même. Hein. Donc, voilà. Non, c'est un business. Enfin, on sait qu'il sait faire tourner les affaires, ça c'est sûr. Vous avez parlé des transferts. Kurt Busch, là, qui va chez la 23-11, là, ça vous fait parler ou faut vraiment qu'il arrête Kurt Busch? Non, moi je trouve que Kurt Busch a fait une saison très très correcte et je trouve que il n'est pas dans sa carrière est plus derrière lui que devant lui, mais c'est un nouveau challenge, je pense. Et franchement, il est autant Newman, je le sens vraiment en bout de course. Autant Busch, je pense qu'il a des très belles choses encore à donner. Maintenant, il faut voir si cette écurie va vraiment continuer à progresser. Ils ont eu leur première victoire avec Bubba Wallace. Ça peut faire un mélange intéressant. Hein. Non, je suis entièrement d'accord avec Pat. Il a fait une très bonne saison, Kurt Busch, dans une écurie qui allait fermer en plus. Donc, non, en plus, je trouve qu'il se bonifie avec l'âge. Il a tellement traversé de choses entre ses problèmes personnels, ses problèmes de couple. Je trouve qu'il s'en est bien sorti. Il a réussi à faire un gros travail sur lui-même. Et dans une écurie comme ça naissante, c'est un super plan, et pour l'écurie et pour lui. Lui, il va pouvoir transmettre, parce que je pense qu'il est arrivé à l'âge où il a envie de transmettre. Et ils vont pouvoir aussi, s'il l'écoute, avoir son expérience et pouvoir ajuster en essayant de perdre le moins de temps possible. Et votre avis sur un pilote qui n'a malheureusement pas retrouvé de volant à date, c'est Matt Di Benedetto, qui a quand même beaucoup fait parler sur cette fin de saison. Il était attendu. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je pense que l'intersaison n'est pas finie encore. Je pense qu'il peut se retrouver quelque part, peut-être chez Frontro ou quelque chose comme ça. Maintenant, c'est un peu dommage. Mais force est de constater qu'il n'a pas fait une super saison. En tout cas, il n'a pas fait l'exploit qui lui aurait permis de donner des regrets à des propriétaires. Voilà. Je sais qu'il est très populaire, il a fait des belles choses, mais je pense qu'il a fait des belles choses plutôt il y a 2 ans. Et cette année, il a manqué cette étincelle pour qu'il garde un très bon volant. Là, il n'y a plus de très bons volants. Il aura peut-être un volant, c'est ce que je lui souhaite, mais il n'y a pas de top volant, donc il va falloir qu'il refasse ses preuves, ou alors qu'il descende d'une marche et qu'il gagne un championnat Xfinity ou quelque chose comme ça qui lui permettrait de se relancer parce qu'il n'est pas vieux. Oui, on va voir. La silly season n'est pas encore terminée. On a vu des fois des signatures se faire dans les derniers jours avant la reprise. Puis il peut revenir aussi en tant que sub, en tant que remplaçant. Oui, alors c'est toujours pareil. Il est très populaire, il est très sympathique. Hein. On a eu l'occasion de le croiser, c'est vrai, il est très sympathique. Mais face en effet à des Team Cindric qui ont la puissance d'une écurie derrière, d'un papa qui a les mains non pas dans le cambouis, mais dans la finance. Austin, pardon. Austin, c'est le papa, oui. Mais non, mais ce sera. Là, cette année, je pense que ça va s'arranger, mais c'est vrai que ces dernières années, entre le père et le fils, j'avais toujours un problème de. En plus, Team Cindric, nous on le connaît depuis très longtemps avec Pat, puisqu'il était aux commandes de l'IRL quand on commentait sur AB Moteur. Donc on verra. Moi, on verra. Je pense que Matt Di Benedetto, c'est
c'est impossible que ce soit du gâchis, en fait. Donc, ça va se jouer et je pense qu'il fera un compromis, quitte à peut-être trouver une petite écurie. Je ne vois pas ce gars-là ne pas avoir de volant pour l'année prochaine. Et tu parlais tout à l'heure de McMurray dans la une, là, le fait que ce soit Roche Chastain qui récupère ce numéro-là l'année prochaine. Non. De toute façon, la une, on sait que du côté de la F1, on sait que la numéro 1, ce sera le champion. En NASCAR, ça n'a jamais été le cas. Enfin, je veux dire, franchement, les numéros en NASCAR, moi, je n'ai aucun souci avec ça, quoi. Ouais, Justin, faut voir. Il a fait des bonnes choses aussi dans cette équipe Trackhouse là, avec Daniel Suarez. Ils ont fait des bonnes choses. Faut voir s'ils vont passer un cap cette année. Ouais, ah oui, tu parlais pas du numéro, toi, tu parlais du pilote. Ouais, l'arrivée de Chastain dans la une. Ouais, ah oui. Ça. Il était pas mal, Chastain. Enfin, il a fait des belles choses. Mais je trouve qu'il peine à confirmer en fait tous les, parce que je pense qu'il y avait beaucoup d'attentes sur lui. Comme tu dis, j'espère qu'avec la Trackhouse, si elle arrive à passer un niveau, lui aussi va confirmer tout le bien que tout le monde pense de lui, quoi. Surtout Geoffroy. Tout de suite. Son arrivée chez Ganassi était quand même pour moi une petite surprise. Hein. Ouais, mais c'était le remplaçant un petit peu passe-partout. On sent que le mec est fiable, il casse pas beaucoup de voitures. Il a fait une bonne première partie de saison. Après, il a un peu disparu. Mais peut-être qu'il pensait plus à ses pastèques qu'à. Mais vous savez, on est entre guillemets spécialistes, mais on n'est pas sur place. Et quand on est sur place, des fois, on a des retours, on a des confidences, et on s'aperçoit qu'il y a des pilotes qui, pour nous paraissent complètement anodins, mais qui, dans les paddocks, sont des gens sur qui on compte vraiment. C'est des gens solides, c'est des gens presque incontournables. On a des pilotes propriétaires qui ont des petites écuries, qui en effet sont là, et tout le monde les adore, et tout le monde les aide. Et nous, on est à l'antenne, on se dit, ah tiens, là, encore une mauvaise performance, mais quand on les rencontre, quand on les croise, on s'aperçoit que les mecs font du vrai boulot, font un boulot absolument exceptionnel. Ils sortent les doigts des soupapes et ils font des trucs énormes, quoi. Donc c'est vrai qu'on n'a pas malheureusement, on n'est pas comme nos amis américains, on n'est pas sur place toutes les semaines. Mais des fois, ce qui se passe dans les coulisses, on n'a pas idée de l'importance de certains pilotes ou de certains chefs mécanos ou de certaines personnes. Et je pense que Roche Chastain, on était loin du compte. On ne savait pas qu'il était aussi populaire, aussi apprécié. Et est-ce qu'il est prévu, en fonction de comment évolue cette pandémie, que vous retourniez sur place de temps à autre pour commenter des courses, et si oui, lesquelles? Est-ce qu'il y a déjà des idées? Est-ce que vous pouvez en parler tout simplement? C'est très clair, hein. Pour l'instant, il n'y a pas de projet parce qu'on ne peut pas en faire. Donc voilà, on va attendre. Non mais voilà, vous êtes comme nous, hein, on est tributaire de ce qui se passe. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc pour l'instant, il n'y a pas de projet, c'est pas prévu pour l'instant. Ouais, pas plus à dire. Ne nous attendez pas au Daytona 500 en Floride au mois de février, quoi. Voilà, chez nous pour l'instant zéro risque. Moi, je serais prêt à partir, c'est pas le problème. Mais c'est vrai que pour l'instant, déjà pour eux sur place, c'est compliqué. Alors, vous imaginez une équipe étrangère qui débarque, ça va être très compliqué à gérer. Les Français en ce moment sont pas super, bien vus. Ouais. Pour les voyages, je parle. Pour les voyages. Ouais. Pour les voyages, mais par contre, honnêtement, au niveau de la NASCAR, on a toujours été super bien accueillis. Hein, franchement, vraiment. Je parle des voyages. Si jamais ils nous écoutent et qu'ils comprennent, parce qu'ils ne parlent pas tous français. Mais Philippe, franchement, ils sont adorables. Ils sont adorables avec nous, hein, vraiment. Et ils vous reconnaissent maintenant? Parce que bon, vous y avez été souvent, donc... Oui, il y a des personnes... Les fans Ouais. Les fans. Non, il y a des gens de la NASCAR qui nous reconnaissent maintenant. Et des pilotes aussi, ouais. Ça fait plaisir. Et des French guys. Ah oui, en plus, ils se souviennent que vous êtes français, c'est cool, ouais. Ils se souviennent qu'on est français parce que quand on fait les interviews, on fait beaucoup de conneries. Et donc, ça les fait marrer. Et ils disent toujours, tiens, ah oui, c'est celui qui m'a fait faire ça. Ouais, puis l'accent, tout ça, oui. Philippe avait fait parler Tony Stewart en français. Enfin, on a fait plein d'interviews qui étaient rigolotes. Donc, ils nous reconnaissent maintenant et ça fait plaisir, ouais.
Ouais, ils nous reconnaissent. Johnson, quand il passe en vélo et qu'il fait ses tours et qu'on est dans le coin en train de faire une interview, il nous fait un petit signe. Pour moi, Tony Stewart, j'aime beaucoup. Et maintenant, on l'a interviewé quoi, 2 fois, 3 fois. Et à chaque fois, il y a un petit mot sympa. On a des avantages. Quand on demande d'aller dans les écuries, on ne nous dit pas non. Donc, vraiment, c'est cool. Hein. Et puis, nos amis, même nos amis journalistes, Pat, n'est-ce pas, nous adorent, surtout depuis qu'on a applaudi Simon Pagenaud en direct à Charlotte alors qu'il gagnait les 500. On a crié en français, on était bien contents, ça les a un peu emmerdés, mais on était bien contents. Non, mais on est un peu les journalistes un peu exotiques parce qu'on n'est pas les seuls étrangers qu'ils aient vus dans la salle de presse, mais on est les plus exubérants. C'est-à-dire que ce n'est pas les Allemands qui vont foutre le souk, hein, donc c'est les Français. Donc ils nous connaissent. Et puis surtout, on est hyper discret. C'est-à-dire que moi, comme j'arrive toujours un jour ou deux avant, on a une place réservée dans la salle de presse. Donc, en fait, moi, je viens avec deux petits drapeaux bleu, blanc, rouge. Donc, je marque un peu mon territoire, donc on sait qu'on est là, quoi. C'est du joli. Sinon, au rayon des nouveautés en 2021, on avait quelque chose qui était très, très, très attendu, qui a un petit peu tourné bizarrement. Ça a été Bristol Dirt. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette course atypique, puisque c'était le retour de la Cup sur Terre? Moi, tout ce qui change de l'ordinaire, j'adore. Donc, on peut tout analyser sur la course. On peut dire c'était réussi, mais il y avait des trucs à revoir. Alors une autre qui trouve mais c'est n'importe quoi et tout ça. Moi, j'adore. Moi, j'adore. Évidemment, c'est le bordel. Évidemment, ça peut passer pour de la loterie. Évidemment, mais qu'est-ce que ça fait du bien, quoi. C'est bien de sortir un petit peu. Moi, je veux plus de short track. Je veux plus de mecs qui s'engueulent. Je veux plus de mecs qui se mettent dans le mur. Ça nous fait nous égoïstement des courses plus rigolotes à commenter que si sur un oval d'un mile et demi avec un mec qui est 7 secondes devant les autres. Moi j'adore. Moi, ce genre de choses, j'en veux plus. Pareil. Moi, déjà, j'aime bien Bristol. Là, j'ai trouvé que c'était une super idée, en fait. Puis, la course était cool. Vraiment, la course était sympa. Bon, seule victoire de Logano pour cette année, mais vraiment, la course était vraiment sympa à voir. Vraiment grosse impression. Alors, au niveau logistique, ce qu'ils ont fait, c'est exceptionnel. Bon, il n'y a que les Américains pour faire ça. Hein. Non, franchement, j'ai bien aimé. Vraiment, j'ai vraiment bien aimé. Et puis, vous êtes au courant, il va certainement y avoir dans les prochaines années un retour aux sources avec des dirt tracks. Donc, ça va être vraiment sympa. Oui. Et dans quelques semaines, on a un short track un petit peu particulier, un short track olympique en fait, puisqu'on sera dans le stade des Jeux Olympiques de Los Angeles. Ça paraît fou quand on le dit. Ouais, il y a Carl Lewis qui va faire le premier tour. Non, ça c'est génial. Et en plus, c'est une course exhibition, donc il risque rien à le faire, même si ça tourne un peu à la foire. Moi, je suis ravi. Voilà, un truc aussi petit. Et puis, j'espère qu'il y aura peut-être Eldora Speedway dans les années qui viennent, parce que là, le calendrier est un peu figé, mais ça peut évoluer encore. Je sais que l'État de la Caroline du Nord a débloqué des millions de dollars pour rénover North Willsboro et Rockingham. Peut-être qu'on assistera au retour sur des pistes comme ça. Peut-être qu'il y aura moins. Moi, je voudrais en fait moins de circuits où il y a 2 courses. Voilà. On peut faire 2 courses à Daytona, à Talladega, à Bristol et des circuits mythiques, mais ça sert à rien. Ça servait à rien de faire 2 courses à Dover, au New Hampshire, ou Kentucky, ou les choses comme à ça. Pocono. À Pocono. Voilà, donc vive la diversité, quoi. Et la rénovation d'Atlanta. Oui, ça va être intéressant, Ouais. avec la deuxième inclinaison la plus forte apparemment, la troisième, puisqu'il y a aussi 28 degrés, c'est ça, hein, avec un ovale un peu plus ovale pour le coup, et pas un tri-ovale. Super, j'attends de voir. En général, quand on repave, ça donne pas des super courses au niveau suspense, en général. Mais après, faut voir, parce que c'est un ovale qui n'existe pas, donc ça c'est cool. Ouais, il ne faut pas que ça tourne à la catastrophe. Hein. C'est un peu toujours pareil. C'était un petit peu ce que tout le monde redoutait avec Bristol, notamment pas tant au niveau du circuit et de la, comment dire, de la piste et de l'adhérence ou autre. C'était plus au niveau de la visibilité avec la poussière.
Mais là, en effet, voyons voir que ce ne soit pas la catastrophe avec un circuit où tout le monde se banane et qu'il ne reste plus que trois voitures au bout de 10 tours, quoi. Ouais, mais tu Ils vois, ont Je ne pense pas. Ils ont déjà tiré les leçons parce que, souvenez-vous, ils avaient fait que des restarts en file indienne au bout d'un moment parce qu'il y avait justement pas de visibilité. Donc, ils ont déjà appris avec une course. Donc, peut-être qu'ils vont faire une terre qui vole moins ou peut-être qu'ils vont faire que des restarts en file indienne. Enfin, je ne sais pas, mais ils ont déjà appris. tu vois, On l'a fait autant en moi, octobre. Bristol-Dort, moi je m'étais dit, c'est un truc qu'il faudra aller voir dans le futur si ça continue. Je pense qu'on est mieux à la télé parce que quand tu dois être repeint quand tu es sur place, que ce soit dans l'infield Non, ou mais tu dans le. pourras faire le malin, tu sais, comme les gens qui vont à Roland-Garros, tu sais, qui vont à Roland-Garros pendant les heures de bureau, puis qui reviennent le soir et qui mettent un petit peu de terre battue C'est ça. sur leurs chaussettes, tu sais, entre le pantalon et puis la chaussure pour dire « Oh, j'étais à Roland ». Je pourrais dire « J'étais à Bristol ». Ouais, t'auras les deux comme ça, là. Là, tu n'auras pas besoin d'en rajouter. C'est clair, c'est clair. Geoffroy, il y avait d'autres questions sur le Discord? Après, c'est plus d'autres questions liées à la diffusion, savoir un petit peu comment, s'il va y avoir d'autres épisodes de NASCAR University en 2022, mais ça, c'est pas de votre ressort, c'est plus la NASCAR qui les impose. Voilà, Qui les produit, qui les produit. Oui. Oui, qui les produit et après, qui vous les propose. Qui les produit. Parce que imposer, c'est pas, ça nous, au contraire, hein, c'est plutôt sympathique. Non, en fait, pour être tout à fait honnête, ils ont le même problème que tout le monde, quoi. Le Covid a créé un chaos au niveau de la logistique. Faut bien comprendre que si la moitié des gens sont en télétravail, quand bien même, voilà, comme vous êtes des champions de la réunion et des enregistrements. Donc, eux aussi peuvent avoir des difficultés sur leur façon de produire à distance. Ils sont tous à moitié en télétravail. Les distances ne sont pas les mêmes là-bas. Donc, non, je pense que oui, ils ont envie de faire les choses, mais ils ont fait les choses en fonction des moyens qu'ils n'ont peut-être plus. Et alors moi, je trouvais ça génial parce qu'on a eu des retours des téléspectateurs qui étaient hyper positifs parce que justement, même si tu arrivais, que tu connaissais pas la NASCAR, tu comprenais avec les explications qui étaient hyper ludiques et tout ça. Le problème, c'est que il faudrait qu'ils en refassent parce que tout est obsolète, presque. Oui. Voilà, tout est obsolète puisque au niveau matériel, c'est plus bon. Au niveau des palmarès, ça a encore changé. Donc, il faudrait qu'ils en refassent. Nous, on serait d'accord. Moi, ce que je regrette un peu sur ta première question, Geoffroy, c'est les horaires. Parce que les horaires, c'est de plus en plus tard, quoi. Et ça, c'est un peu emmerdant pour nous en France. Parce qu'il y a quelques années, toutes les courses où la majorité commençait à 19h, c'était parfait, parce que ça faisait des fins de course à 22h30, 23h. Maintenant, quand ça commence à 20h30, 21h, et le red flag et le green flag à 21h15, ça fait des fins de course à minuit et demi, 1h. Donc, évidemment, les gens travaillent le lundi matin. Donc, pour nous, c'est moins bien au niveau des audiences. On le ressent. Oui, ils ont fait leur tambouille pour avoir des bonnes audiences chez eux et pas se mettre en concurrence avec la NFL qui est l'ogre, hein, en termes de diffusion sportive aux États-Unis. Mais en attendant, pour l'international, et en l'occurrence pour nous, voilà, ça nous plombe un peu parce que Pat l'a dit, hein, les gens travaillent le lundi matin. Alors même si aujourd'hui on consomme différemment, s'il y a en effet les replays, il y a les rediffs, mais surtout les replays, comme ça, on peut regarder quand on veut, où on veut. Et beaucoup de gens maintenant consomment la télévision différemment, hein. Il reste quand même qu'il y a la magie du direct. On peut aussi nous poser des questions en direct. Alors, on ne fait pas que ça, mais ça fait aussi partie un petit peu on va dire de la grand-messe nascarienne du dimanche soir. Attention, il y a aussi aux États-Unis. Hein. Aux États-Unis, ils se plaignent hein, parce que des départs avant à midi 13h, donc pour nous à 19h, c'était vachement mieux pour des raisons très très pratiques. C'est qu'il y a certains États où la fin d'après-midi, il y a des orages. Comme la Floride, etc. Et donc, les mecs disaient, les journalistes et les éditorialistes disaient, quelle bêtise de faire commencer une course à 15h, parce qu'on sait très bien que la météo ici, il y a des orages en fin de journée. Donc, il faut commencer à midi 13h pour pouvoir finir à 17h. Et Oui. il faudrait éviter des reports pour la météo, etc. Et j'en rajoute une couche pour ceux qui vont encore sur les speedways, ça les fait rentrer plus tard. En plus, oui, parce qu'il y a beaucoup de trafic, etc. Et non, mais c'est vrai, hein, il y a des fois, les mecs, ils font 4-5 heures de route.
Et puis pour sortir du speedway avec les embouteillages, ils mettent déjà 1h30. Donc voilà, c'est aussi important pour eux. Malheureusement, mais c'est la télé qui paye. Et pour eux, c'est plus intéressant de faire des courses à cette heure-là. En parlant de télé qui paye, au niveau des droits, on ne va pas demander le montant, mais aujourd'hui, vous avez renouvelé pour 2022. C'est quoi? C'est des contrats annuels que vous avez avec la NASCAR? Avec le Non, diffuseur plutôt? c'est des contrats sur plusieurs années. On est encore là pendant un an et puis ça va se renouveler tranquillement. Ça va dépendre aussi évidemment de ce que la NASCAR va renouveler aux États-Unis parce que souvent ça a un effet un petit peu boule de neige. Mais là, là, ce qu'on peut imaginer, je ne suis pas sûr que les montants vont être avec NBC et Fox. Sûrement que les montants ne vont pas être beaucoup plus élevés qu'ils l'étaient cette année. Comme dit, le produit aujourd'hui, ce n'est pas le produit phare que toutes les chaînes s'arrachent, quoi. Donc, en fait, ils ont décidé de passer sur leur chaîne câblée. Hein. C'était déjà le cas puisqu'ils passent sur NBCN. C'est Peacock pour NBC. Ouais. Voilà, Peacock, ça c'est du streaming, etc. Donc, et pas sur USA Network aussi. Voilà, c'est ça. Donc, ça va être très, très dispatché chez eux. Ben, nous, on a confiance. Ça fait des années qu'on est là. Ça fait des années que Automoto fait des bonnes audiences avec la NASCAR. Ça marche bien. C'est un bon programme. C'est familial. C'est le dimanche. Pourquoi pas? Nous, on est prêts à continuer. Hein. Oui, et puis de ça. La NASCAR, c'est un peu l'ADN d'Automoto, la chaîne, hein. Enfin, anciennement AB Moteur. C'est vrai c'est un vrai rendez-vous et ça permet aujourd'hui, avec le retour, et on ne va pas s'en plaindre, on est d'ailleurs plutôt content, d'autres épreuves sportives, que ce soit du deux roues comme le Supercross, le motocross américain, ou les autres courses d'endurance ou d'autres courses plus exotiques. Ça permet d'avoir des vrais week-ends, parfois bien, bien remplis, mais des vrais week-ends de retransmission sportive, quoi. C'est plutôt sympa. Et nous, on vient finir le week-end, boucler la boucle. Et j'avais encore une question sur la diffusion. Je ne sais pas si pour vous, c'est possible d'expliquer tout ça. Je vais resituer un petit peu dans le contexte. Talladega, pendant les playoffs, la course est reportée au lundi à cause de la pluie. Et je crois que sur Automoto, la chaîne, la course est passée après un autre programme. Il y avait un programme prioritaire qui était là en amont. Alors, est-ce que vous pourriez un petit peu expliquer pour les gens qui ne font que brancher Automoto et qui ne comprennent pas que la NASCAR n'est pas forcément là tout de suite, ce que ça implique en termes de personnel? Tu n'as même pas besoin de développer plus que ça. Déjà, il faut bien comprendre que la NASCAR, c'est 36 courses dans la saison. D'accord? 38 et même un peu plus, puisque comme tu viens de le dire, il y a des reports. Donc, ça veut dire déjà qu'en termes de grille, c'est quelque chose d'énorme pour une chaîne. La NASCAR, pourquoi elle nous aime bien, c'est que depuis toujours, on n'a jamais déprogrammé, comme certains de nos collègues peuvent le faire. Si par hasard, en effet, il y a une autre compétition où un Français risque de finir 42e, eh bien on met le Français parce que c'est mieux que de mettre les Américains. Nous, on ne l'a jamais fait. On n'a jamais déprogrammé une course pour mettre autre chose, quand bien même il y avait des choses importantes sur la chaîne. Après, le fait de reporter une course, il faut bien comprendre que quand on reporte une course, et tu l'as dit, et Pat va le confirmer, ça implique quand même toute une logistique technique et des ressources humaines. En l'occurrence, Pat, il est à l'antenne d'une radio que vous connaissez bien, RFM, jusqu'à 20h. Donc, à un moment donné, si Pat, il faut qu'il soit à l'antenne, il va falloir qu'il trouve une solution pour arriver à l'heure. C'est un peu compliqué. Donc, ça, c'est une première chose. Après, il y a la volonté de la chaîne qui a toujours été très transparente là-dessus. Quand on peut, en effet, reporter et le faire en direct, on le fait. Là, je ne me rappelle plus vraiment, je ne sais plus si c'était un V6 ou peut-être la première d'une émission. Je crois que c'était le lancement d'une émission. Vous imaginez bien que le lancement d'une émission qui se programme sur plusieurs mois, on ne va pas la déprogrammer parce qu'il y a une course la veille qui va être reportée, qui va peut-être d'ailleurs pas être courue parce qu'il se peut encore qu'il pleuve. Donc là, la chaîne ne prend pas de risque. Elle a en effet fait une politique de communication assez importante sur une émission. Eh bien, nous, on l'a fait en différé. La course, on l'a vue. La course, on l'a commentée. Tout le monde est content. Une fois sur 38 courses, ça va. Et puis, c'est très, très simple. Hein. Une chaîne de télé, c'est des patrons et des commentateurs. Si les patrons estiment qu'il y a des programmes qui sont prioritaires, ils nous disent celui-là, ce jour-là, ce sera ça, et vous commenterez
après. Voilà. Le truc, c'est que nous, avec Philippe, comme on est un peu, on nous fait confiance à la chaîne pour la NASCAR depuis des années et des années. On a pris l'option de prendre sur notre temps et de ne pas dire, parce qu'on pourrait très bien dire la course n'aura pas lieu ce soir, elle est reportée pour la météo des orages. Retrouvez-nous la semaine prochaine en résumé. Voilà, on pourrait très bien faire le résumé de 52 minutes. On a décidé avec Philippe et avec la chaîne d'investir pour pouvoir faire les courses en direct, que ce soit le lundi et parfois même le mardi. Parce qu'il y a des fois, c'est reporté 2 fois. Mais tout ça, les gens pensent que c'est un truc qui se fait en claquant des doigts. Mais ce n'est pas si facile. Effectivement, il y a de la logistique. Il faut savoir si c'est possible, s'il n'y a pas d'autres programmes. Il y a des gens qui sont intéressés aussi par d'autres programmes. Il y a la moto, il y a V6, il y a des trucs. Alors, il y en a qui disent oui, mais la NASCAR, c'est quand même plus important. Pour vous, mais pour d'autres publics, c'est peut-être qu'ils s'en foutent de la NASCAR. Donc, en fait, c'est une politique de chaîne et on essaye de faire la course quoi qu'il en soit. Mais ça veut dire qu'il faut mobiliser 8, 9, 10 personnes un autre jour. Ce n'était pas prévu. Voilà. Donc, ce n'est pas facile. Oui, puis alors j'aimerais bien savoir combien de courses on a loupé en 21 ans. Pas beaucoup, je pense, oui. Ah ben, je peux vous le dire, aucune. Hein. Peut-être une. Je crois qu'il y en a une qu'on n'a pas pu faire, mais vraiment parce qu'elle avait été reportée. Non, même pas. Je crois qu'on les a toutes faites. Hein. Je ne sais pas, peut-être une. Enfin, peu importe. De toute façon, on fait toujours 150%. Voilà. Après, il y a la chaîne qui peut nous dire écoutez, lundi soir, on a un truc, comme c'est arrivé, vous passerez après, et tout ça. Et les gens ne sont pas contents parce que ça veut dire qu'on la prend en différé de 2 heures. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. On pourrait très bien dire. Il y aura toujours des mécontents. Non, mais de toute façon, toujours. Faites-moi confiance. Je gère le fan club, il y en a toujours. Mais heureusement, c'est une petite minorité. Donc voilà, il y en a qui comprennent très bien que ce n'est pas un dû d'avoir la course le lendemain, de bousculer des programmes, etc. etc. On essaye de faire le max. Des fois, on peut, des fois, on peut moins, etc. On essaye toujours. On me demandait sur le... Vas-y. Oui, je voulais juste dire, juste pour la blague, demander aux Lyonnais ce qu'ils en pensent, si on reporte les courses ou les matchs. Une autre question qui nous revenait aussi sur le Discord, on en parlait avec toi Philippe en attendant Pat tout à l'heure. Combien de temps vous pensez encore commenter les courses de NASCAR? C'est revenu plusieurs fois. En plus, c'est ça. Alors honnêtement, ça dépend. Est-ce que vous êtes posé la question? Ça dépend pas de nous. À titre personnel, moi enfin, on n'est pas connecté en fait. On n'est pas câblé comme les jeunes générations. Je crois qu'on est, on n'est pas accroché à notre fauteuil, voilà, prêt à mordre n'importe qui. La preuve, c'est nous qui avons fait venir nos remplaçants d'aujourd'hui. C'est nous qui les avons intégrés à la chaîne. Il y a de ça quelques années. Moi aussi bien sur la NASCAR que sur le catch, hein, d'ailleurs. Pour la petite histoire, moi je suis dans cette politique de transmission. Mais non, moi je ne suis pas accroché à ma chaise, c'est à la chaîne de décider. Si un jour ils disent ils nous emmerdent, voilà, il y en a marre, ok, bah, on en parle. Puis si on n'a plus les droits, bah, le problème il sera vite réglé. Bon, c'est très très simple. Hein. C'est 1, si on est légitime, 2, si on est compétent, et 3, si on s'amuse. Si les 3 conditions sont réunies, je vois pourquoi ça s'arrêterait. Maintenant, ça peut être dû à un facteur extérieur, effectivement. Et alors moi, je rajoute une petite couche. Est-ce que vous envisagez l'un et l'autre de pouvoir commenter, alors pas juste pour du remplacement, mais commenter une saison complète sans l'autre? Si c'est amené à arriver, ou vous dites non, c'est pas tes fils, ou s'il n'y a plus fil, il n'y a plus Pat. Le truc exceptionnel dans cette histoire, c'est que, et vous le savez sans doute, on vous l'a déjà dit, c'est que Philippe et moi, on est potes presque d'adolescence. Donc en fait, c'est un miracle de se retrouver à travailler avec quelqu'un qui est parmi ses meilleurs amis, etc. Donc déjà, le miracle est là. On a déjà travaillé différemment. Moi, à l'époque, il faut bien dire que quand la chaîne était petite, il était question à un moment que je fasse aussi du catch, mais moi j'avais dit non parce que j'y connais rien et que déjà je m'étais mis à la NASCAR, etc. Mais j'avais un autre métier, la radio, donc c'est pour ça que Philippe maintenant fait un super duo depuis des années aussi avec Christophe. Mais tout ça, c'est des hasards et on a déjà travaillé l'un sans l'autre. Philippe, il a sa carrière sans moi, moi j'ai ma carrière sans lui et on travaille ensemble depuis des années. Bah, si le truc fait un jour qu'on travaille l'un sans l'autre sur la NASCAR, il le fera, je le ferai. C'est déjà arrivé, voilà, sur quelques courses. Sur une saison complète, franchement, là, pour l'instant, je me projette pas là-dessus. Il n'y a pas de raison de penser à ça. Oui, c'est ça. On a de fait une histoire de couple.
Et moi, j'ai en fait 3 couples. Hein. J'ai mon couple dans la vraie vie, j'ai le couple avec Pat et j'ai le couple avec Christophe. Donc, chacun joue un peu sa jalouse. D'ailleurs, quand ils se voient, ils parlent de moi dans mon dos. C'est pas très sympa. Non, mais voilà, c'est ça. C'est que voilà. Oui, moi j'aime beaucoup travailler avec Pat, évidemment, parce on a des, comme il l'a dit, on se connaît tellement bien qu'on n'a pas besoin. Voilà, c'est en fait naturel. Euh, donc voilà, ça nous arrivait de ne pas travailler ensemble, mais si on peut travailler ensemble, c'est mieux. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais vous avez beaucoup de questions pour savoir quand est-ce qu'on se part, quand est-ce qu'on est viré ou quand est-ce qu'on se barre, ou comment ça se passe en fait. Et non, au contraire. Les gens en ont marre, c'est ça les gens en ont marre. Les gens veulent qu'on même s'en pas. aille. Ce qu'il faut préciser aussi, c'est que Philippe et moi, on est très complémentaires. Ça, c'est super important. On n'a pas les mêmes qualités. Quand on Voilà, part, moi, je suis intelligent. Voilà. Et moi, je dis des conneries. Voilà. C'est très important dans un couple. C'est-à-dire que lui, il est très organisateur, il a des idées parce qu'il a déjà réalisé des docs et tout ça. Donc, je lui fais confiance sur ce genre de trucs. Moi, je suis plutôt l'animateur, voilà, l'animateur de radio, télé. Voilà, voilà. On a chacun nos. Et c'est ça qui fait que ça marche bien, quoi. En fait, il a parfaitement résumé, Pat. Un duo, c'est pas juste 1+1. C'est comme une équipe de foot. Vous mettez que des Neymar, vous voyez bien comment ça se passe à Paris. Vous mettez que des superstars ensemble, ça ne joue peut-être pas forcément bien. Donc, il faut trouver les bonnes qualités complémentaires. Soit c'est un miracle, soit ça se fait naturellement, soit ça se travaille. De toute façon, moi, souvent, on me dit, ouais, mais parce que j'ai la chance d'avoir en fait 2 couples, comme je l'ai dit, au niveau professionnel, qui fonctionnent plutôt bien, avoir créé 2 communautés qui fonctionnent d'ailleurs plutôt bien et bienveillantes, ce qui est un vrai gage aujourd'hui sur les réseaux sociaux, parce que il y a des réseaux sociaux qui sont pas très cool. Mais nous, on a vraiment beaucoup de chance, que ce soit avec Christophe sur le catch ou avec Pat sur le fan club. Oui, il y aura toujours des gens qui vont être un petit peu grinçants, mais en général, et d'ailleurs, s'ils nous regardent aujourd'hui, je tiens à les remercier parce que vraiment, merci. Merci d'être bienveillant avec nous, de nous supporter dans tous les sens du terme. Mais voilà, c'est quand même, ça se travaille. Et même si c'est naturel, ça se travaille. Ce sont des compromis. Voilà, des fois, je l'énerve, des fois, il m'énerve. Puis ça se passe bien. Puis c'est pas parce qu'on s'engueule un peu qu'on s'aime pas. C'est comme avec sa femme. Et puis, il n'y a qu'une superstar sur les deux, hein, de toute façon. Hein. Forcément. Il l'a dit, hein, c'est un miracle. Hein, qu'on soit tous les deux comme ça à l'antenne. On a commencé, on ne se connaissait pas, on était concurrents sur des radios FM. Après, on a été ensemble sur des radios, sur la même radio FM. Après, on a fait une école de journalisme ensemble. Nos routes se sont éloignées, parce que moi, je suis parti loin faire de la radio. Lui, il est resté sur Paris. On s'est retrouvés après. Non, franchement, c'est un miracle. Profitons-en. Voilà, tant que ça dure, on en profite. Si en effet, cette osmose permet de transmettre via la télé notre passion, notre bonne humeur, tant mieux. Eh bien, merci, messieurs. Je pense que c'était une belle conclusion. Moi, ce que je vous propose, Pat et Phil, avant justement, on va conclure, c'est on va profiter que vous êtes là. Si vous avez un petit peu d'autopromo, Phil, où est-ce qu'on peut te retrouver en dehors de sur Automoto la chaîne, si tu veux parler de tes autres projets, de ce que du catch par exemple, etc. Le catch, c'est très gentil. Le catch, ça ne s'arrête pas. Le catch, c'est toutes les semaines, sans aucun arrêt, même pendant les fêtes. Nous serons là le 24 et le 31, donc sur AB1 pour la francophonie, un peu partout dans le monde, et bien sûr sur le câble en France, et AB Explore pour nos amis belges, voilà, avec Christophe Ajus. Raw le mercredi soir à 20h55 et SmackDown le samedi soir à 20h55. Il le fait bien. Hein. Et pas de toi côté radio, du coup? Ouais, je suis sur RFM tous les jours entre 16h et 20h. Voilà, c'est toujours un plaisir parce que c'est deux métiers différents. La télé et la radio, c'est vraiment 2 métiers différents. Et je m'éclate toujours dans les deux. Voilà, c'est tout simple. Et pourvu que ça dure, hein, tant qu'on s'amuse, c'est ce que je vous souhaite aussi, hein, les gars. Et merci de nous appeler, de nous suivre toujours, tous les ans. Normal. En plus, cette année, tu as fait un peu le buzz cette année sur RFM. Ouais, écoute, c'était un truc incroyable. C'est la magie des réseaux sociaux
Philippe disait tout à l'heure qu'il y a beaucoup de mauvais côtés, et c'est vrai que les réseaux sociaux, des fois, c'est vraiment dur. Tout le monde parle à tort et à travers, et puis les comptes anonymes et tout ça. Enfin bref, ça peut être violent, ça peut être relou. Mais là, pour le coup, c'était hyper positif. Voilà, je me suis retrouvé un peu partout, dans la presse, à la télé, pour un truc de divertissement. Donc, je l'ai pris comme un compliment, et c'était super à vivre en tout cas. Ok. Bah, écoutez, merci à tous les deux. Geoffroy, tu veux conclure peut-être? On va souhaiter à tout le monde, enfin pas de fil, toi Arnaud, Lilian aussi, puis à toutes les personnes qui nous suivent sur US Racing, de bonnes fêtes de fin d'année. On va se donner rendez-vous très très vite en 2022, puisque la saison va commencer un peu plus tôt que d'habitude, le 6 février avec le Clash. Puis il y aura une pause de 15 jours avant les Daytona 500, mais on ne va pas s'ennuyer du tout. On a encore tout plein d'essais avec la Next Gen, donc restez connectés sur US Racing, et puis vous aurez toutes les infos nécessaires pour commencer 2022 du bon pied. Merci à vous. Merci pour l'invitation. Merci. Prenez bien soin de vous et promis Geoffroy, on donnera des nouvelles de Matt Kenseth dès qu'on en aura. Pas de souci. Lilian, on passe les coordonnées de Philippe là, pour votre histoire de chocolat. Oui, on verra ça en off. Salut. Allez, merci à tous. Ciao tout le monde et vive la NASCAR sur Automoto la chaîne. Ciao.